Bonjour, bonjour. Une minute, on laisse les participants rentrer et puis on démarre. Bon, parfait. On commence alors. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Monica De Virgilis et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une conversation autour de l'intégration des enjeux climatiques dans la rémunération, des performances climatiques dans la rémunération. Le panel a été co-conçu avec WWF et Chapter Zero France. Et c'est le premier produit de la collaboration de Chapter Zero France avec WWF France. Deux informations sur la logistique. Donc, la première, c'est que le canal des questions Q&A est disponible tout le long. Donc, surtout, ne pas hésiter à poster les questions. L'idée, c'est qu'on les prendra, on les adressera quand ça nous semble logique dans la séquence et de toute façon, en tout cas, à la fin. Et deuxième information, un questionnaire de satisfaction va apparaître à l'écran juste à la fin du webinaire. C'est vraiment précieux pour nous de recueillir votre feedback. Ça prend 2 minutes. C'est satisfaction et puis orientation sur quels sont les sujets qui vous intéressent. Donc, Chapter Zero France, vraiment un mot très, très court. C'est une association d'intérêt général à but non lucratif qui a 2 ans de vie et qui est la déclinaison française d'un réseau mondial de aujourd'hui 24 chapters sur plus de 50 géographies. Et donc, l'objectif est vraiment intégrer dans la gouvernance des pratiques, des connaissances, des réflexes qui assure une transition écologique, une transition énergétique, une transition juste. Et donc, nous faisons 3 choses. Nous publions des études et des outils. Nous organisons des rencontres comme celle-là avec des experts autour d'un sujet qui est important pour les administrateurs. Donc, les tables rondes, elles sont ouvertes à tous. Alors que le troisième composante, donc des dialogues peer-to-peer, entre pairs, ce sont seulement pour les administrateurs, membres de Chapter Zero, qui sont sur invitation. Ils participent à des petites rencontres entre une quinzaine de personnes pour traiter d'un sujet épineux qui nous intéresse. Donc, le recording de ce webinaire va être mis en ligne, ainsi que dans la section événements passés, ainsi que la synthèse qui sera envoyée aux membres de Chapter Zero et aux participants. Et la synthèse, ça va être produite par notre partenaire Cher, qui est avec nous. Donc, l'association et l'adhésion est gratuite pour les personnes physiques et se fait en ligne. Et donc, nous faisons partie d'un réseau mondial. C'est vraiment intéressant sur un sujet très dynamique comme celui-là, donc la transition climatique, d'être inséré dans un réseau plus vaste de plein de géographies et de problématiques vraiment globales et mondiales. Alors, je commence à traiter, à introduire le sujet, de quoi on parle, et puis je vais laisser la place à nos invités. Donc, une des publications récentes que Chapter Zero a publié avec l'IFA et avec Ethics and Board, et justement sur la rémunération et sur l'intégration des critères quantitatifs dans la rémunération des dirigeants. Je rappelle pour les non-experts que la rémunération est constituée de 3 composantes en général, une composante fixe, une composante variable avec des objectifs annuels, qui est en général en cash,
Et puis une troisième composante, qui est en général un equity, qui est sur un horizon de 3 ou 4 ans. Donc, ce qu'on appelle le court terme ou le long terme. Et donc, l'étude dit qu'au niveau du SBF 120, déjà 80% des sociétés en 2022 ont intégré des objectifs liés au climat et à l'utilisation de ressources naturelles dans le variable, que les critères quantitatifs, nous, on est vraiment focalisés sur l'intégration de critères quantitatifs mesurables et certifiables, sont présents dans 51% des cas sur les plans long terme et 38% sur du court terme. Le poids est de 10 pour les variables long terme et 6 pour le court terme. Quand on dit poids, c'est que normalement, l'architecture de la rémunération est faite de paramètres liés aux performances financières, les revenues, l'EBITDA, le cash flow generation, et puis à côté, des critères non financiers, comme par exemple l'usage de ressources naturelles ou l'impact climatique. Et donc, dernier élément intéressant, c'est qu'on commence à avoir un petit peu de profondeur sur l'observation du passé, et donc on commence à voir par exemple le taux d'atteinte déclaré des objectifs pour les sociétés, pour les 47 sociétés du SBF 500 qui ont communiqué sur les objectifs et le taux d'attente. Le taux d'attente est de 116% pour l'année 2021. C'est une surperformance qui alerte, mais on va discuter de tout ça. Et donc, enfin, on commence notre voilà, échange. Et donc, je vous présente nos trois invités, Nicolas, Louise et Vincent. Nicolas est responsable des relations avec les entreprises pour WWF France. Louise est responsable recherche et développement durable pour Mirova, qu'elle a contribué à créer. Donc, Mirova est une société de gestion entièrement dédiée à l'investissement durable. Et Louise est aussi responsable, coordonne l'exercice du droit de vote, qui est un élément fondamental pour ce qu'on vient de... Parce que la politique de rémunération est objet de vote en Assemblée générale. Et puis, Vincent est président d'Axilia, qui est un cabinet de conseil en investissement financier et qui est pionnier dans la finance responsable. Et donc, voilà, moi, j'ai créé avec d'autres administrateurs Chapter Zero France, et je suis active dans la gouvernance en tant que présidente du conseil d'administration d'une société cotée en Italie et dans le Supervisory Board d'une société cotée à Amsterdam. Et donc, je vous propose de activer vos micros, s'il vous plaît. Et donc, on a Nicolas, Louise et Vincent. Et puis, on a Maud qui nous accompagne pour la synthèse. Donc, la première question que je vous propose d'attaquer, c'est: est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut indexer la rémunération variable du CEO sur des performances climat, et pourquoi il faut le faire? Et avec ça, je vais être un peu provocateur. De risques. À partir du moment où une mesure devient une mesure de rémunération, ça peut être une mesure critique, ça peut devenir une mesure corrompue parce que c'est lié à des intérêts de rémunération. Et donc, est-ce qu'il faut le faire? Donc, moi, je propose ce tour-là pour cette question, 1 minute par speaker. Nicolas, Vincent, Louise, est-ce qu'il faut le faire? Très bien, je peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer, de vous intéresser à ces sujets qui sont pour nous vraiment très importants et prioritaires. Ça vous surprend peut-être d'ailleurs de voir WWF prendre la parole sur ce type de sujet, mais donc il faut savoir que WWF, pour nous, on a une vraie mission de transformation des pratiques et des marchés, et donc on est à la fois une ONG orientée solution et basée sur des arguments scientifiques. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Pour nous, évidemment, oui. Le constat qu'on fait collectivement, c'est de voir, d'ailleurs, on a vu avec la dernière conférence COP27, aujourd'hui, collectivement, les États ne sont pas à la hauteur sur la prise d'engagement climatique, avec
tous les engagements climat qui sont pris, on se dirigerait vers une trajectoire de 2,5 degrés. Et ça, c'est si les engagements sont réalisés. Et en parallèle, WWF a publié récemment une étude qu'on publie tous les 2 ans, qui s'appelle le rapport Planète Vivante, qui suit l'indice de biodiversité de plusieurs populations d'espèces. Et donc, on voit que sur les populations d'espèces suivies, en 50 ans, on a perdu 69% des populations d'espèces. Et aujourd'hui, le changement climatique est devenu la 3e cause d'extinction des espèces, et qu'au rythme actuel, dans les décennies qui viennent, le changement climatique deviendrait la première cause de perte des espèces. Donc, on a une double crise qui est complètement intriquée et sur laquelle il faut agir. Et donc, c'est pourquoi les entreprises ont évidemment un rôle particulier et majeur à jouer pour donner aussi un peu de courage aux États. Et donc, au sein des entreprises, un outil important est effectivement cet outil d'indexer les rémunérations des dirigeants, du management, sur la performance objective climatique et plus généralement environnementale. Merci Nicolas. Nicolas, il dit que oui, il faut le faire. Et Vincent, qu'est-ce qu'il dit? Vincent, il dit pareil. Il dit que oui, il faut le faire. Nous, on a une lecture très simple. Ceux qui parlent avec autorité sur le sujet, ce sont les scientifiques, notamment le GIEC. Et le GIEC nous dit qu'il faut faire beaucoup d'efforts, réduire les émissions d'à peu près 6 à 7% par an, qu'il faudra arrêter, je dirais, la croissance des émissions à partir de 2025, c'est-à-dire demain, et que partant de là, toute personne émettant du CO2, et il n'y a pas d'opprobre lancé en direction des entreprises, toute personne émettant du CO2 a la mission de réduire ces émissions. Voilà. Comme les entreprises sont des gros émetteurs, certains de très gros émetteurs, d'autres un peu moins, l'entreprise se doit de faire un effort dans ce domaine-là. Et je pense que c'est même la mère de toutes les batailles, parce que je pense que malheureusement, s'il y a une situation critique en termes climatiques, je crains que ça mette au second rang ce qu'on appelle le S et le G. Quand il y a une urgence, un impératif climatique, malheureusement, on est en situation critique et on n'a pas le choix on n'a que le choix de réagir sur le problème. Donc oui, il faut le faire. Alors Louise, il faut le faire et pourquoi pour Mirova? Alors, ça fait plus de 10 ans qu'on demande ça aux entreprises, donc oui, il faut le faire, je ne vais pas vous le dire le contraire. Il faut le faire, pourquoi? Parce que les éléments variables de la rémunération des dirigeants existent pour aligner l'intérêt des dirigeants sur l'intérêt de l'entreprise, d'accord? C'est l'idée. Et à l'origine, l'intérêt était plutôt vu comme l'intérêt des actionnaires de l'entreprise. Nous, on est assez éloigné de cette conception où l'actionnaire serait le détenteur et le seul bénéficiaire légitime de l'entreprise, évidemment. En revanche, aujourd'hui, il est quand même important d'aligner l'intérêt des dirigeants sur celui des parties prenantes de l'entreprise, de l'ensemble des parties prenantes. Et ces parties prenantes, c'est les actionnaires, mais c'est aussi les salariés, c'est aussi la société civile, les autorités publiques et l'environnement général. Donc, les éléments de rémunération variable doivent intégrer une part importante de critères environnementaux et sociaux. Est-ce que ça doit être seulement le climat? Peut-être, pour des entreprises qui sont les plus impactantes, les entreprises qui doivent porter la transition, elles doivent être fortement liées à ce sujet du climat. Peut-être que pour d'autres entreprises, c'est un des enjeux et c'est peut-être pas le premier, mais oui, il faut fortement intégrer. Par contre, il faut le faire bien. C'est important que les critères environnementaux et sociaux soient des critères qui soient transparents, qui soient adéquats aux priorités de l'entreprise, qui viennent avec des barèmes ambitieux et clairs, qui viennent avec une transparence ex post aussi sur la réalisation pour qu'on puisse vérifier l'alignement entre la rémunération attribuée et la performance durable réellement réalisée. Donc, il y a beaucoup de conditions. Et les méthodologies derrière les quantifications sont clés. Et on y vient. Donc, Nicolas, il dit oui, il faut le faire, il est urgent à agir. Vincent, il dit le climat est la mère de toutes les batailles. Et Louise, pour l'alignement des intérêts, et non seulement des shareholders, mais des stakeholders. Maintenant, la deuxième question que j'ai pour vous, c'est comment le faire? Et Louise, tu as commencé à
à mettre des conditions. Donc, comment le faire? Donc, on a parlé de performance environnementale, des implications sociales, c'est à côté des performances financières. Raconte-nous un peu le ratio, le poids, tu nous dis? Alors, effectivement, le poids des critères environnementaux et sociaux doit être important parce que ça ne peut pas représenter une part trop infime qui ne serait pas susceptible de jouer ce rôle d'alignement. D'accord ? Si on dit 2-3% dans un plan de variables long terme sur 3-4 ans, qui en plus souvent sont des plans qui représentent des millions d'euros ou des millions de dollars, ce n'est pas suffisant. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ça représente 20, 30, peut-être 50%. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le niveau qu'on constate. Hein. Qu'on soit très clair, déjà 10%, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, ça doit avoir une pondération forte. Pour nous, ça ne doit pas représenter… Il y a une pratique qui existe qui consiste à faire de ces enjeux un multiplicateur. C'est-à-dire, le plan de variable, il est adossé à des critères financiers, qu'ils soient boursiers ou opérationnels. Et ensuite, en fonction de cette performance, est attribué un certain nombre d'actions et vient ensuite le multiplicateur lié à la performance durable. Ça veut dire que ce multiplicateur, souvent, il est que bénéfique. C'est-à-dire, si la performance est bonne, alors ça multiplie d'autant. Mais il n'y a jamais vraiment de multiplicateur négatif. Et puis, ça veut dire que c'est qu'une variable, finalement. C'est qu'une variable d'ajustement. C'est qu'un bonus, mais ce n'est pas un malus. Donc ça ne va pas. Ça, c'est pas envisageable d'utiliser ce genre de mécanisme-là. Et quand je parlais des barèmes, ce que je veux dire par là, c'est que le barème qui est lié aux critères, il va déterminer l'ambition. C'est-à-dire que un barème, ça veut dire on a un niveau d'atteinte qui est clair et on sait quel est le niveau d'atteinte minimal qui va déclencher une attribution et on sait aussi quelle est l'attribution maximale, c'est-à-dire le multiplicateur maximal. Et ça, c'est très important puisque, encore une fois, on ne veut pas que les critères… quelques critères que ce soit, jouent un rôle de multiplicateur infini. Il faut quand même rester dans des mesures correctes. Et ça, c'est les 2 points de structure méthodologique, on va dire. Et après, il y a ce qui est vraiment réalisé. C'est-à-dire, une fois que vous avez fabriqué votre plan, vous le mettez en œuvre, il faut que vous soyez capable à terme, enfin que l'entreprise soit capable à terme des 3-4 ans, de démontrer que les objectifs fixés ont réellement été atteints. Et ça veut dire du reporting solide, transparent, avec des chiffres, avec du qualitatif, qui explique réellement la performance réalisée, délivrée, et qui démontre du coup le lien avec le barème qui avait été émis. Et en l'absence de ces éléments, il est impossible de garantir que les éléments non financiers de la rémunération ne sont pas utilisés comme un coussin de sécurité pour compenser une éventuelle mauvaise performance financière. Claire, donc tu dis pour toutes les sociétés, jusqu'à 50%, idéalement, est-ce que tu peux, ouais. Donc… je dis 50% parce que c'est un point important et parce que pour nous, je pense pour nous tous ici dans la salle, les enjeux durables sont au moins aussi importants que les enjeux financiers. On parle de critères financiers, mais moi je parle surtout de critères opérationnels. Les critères de performance boursière nous intéressent assez peu. Je pense qu'on peut aussi partager là-dessus, mais effectivement… on n'a pas déterminé quel est le poids que ça doit représenter. Il faut savoir aussi que pour nous, ça vient en 2e niveau, parce que le premier niveau, c'est de simplement ne pas investir dans les entreprises qui sont négatives pour l'environnement. Donc ça, c'est assez radical. Et donc, quand on applique ce genre de recommandations aux entreprises, c'est déjà des entreprises qui ont passé nos screens environnementaux et qui sont éligibles. Et donc, on considère qu'on les porte vers quelque chose de meilleur. Donc, on leur demande d'aller plus loin et de s'aligner clairement sur une stratégie de degré qui répond peut-être aussi au changement de business model, au développement accru de produits et de services qui servent les enjeux, etc.
Mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas de pétrole et pas de charbon dans les fonds, c'est plus simple aussi d'avoir cette approche-là. Et je comprends qu'Axilia a une approche du coup différente qui est plus large aussi, qui est plus intéressante pour d'autres catégories d'acteurs. Avant de passer la parole à Vincent qui va nous émerveiller avec une approche très différente. Donc, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses du poids et quels sont les bémols que tu mets sur les objectifs? Comment on s'assure que… Et comment tu réagis par rapport aux 116% que j'évoquais tout à l'heure des objectifs atteints en 2021 sur l'SBF 120? Merci, Monica. Alors, nous, on est très WWF et partage ce que Louise disait sur le poids relatif que ça doit représenter. 50%, on considère aussi que c'est sur le poids relatif des critères extra-financiers pour la rémunération variable. On pense que c'est important de le pondérer pour que ça devienne vraiment matériel et une réalité, et puis de l'adapter effectivement à la réalité des enjeux extra-financiers du secteur, en ayant quand même en tête que le volet climat, comme le disait très bien Vincent, c'est un combat commun, on est tous concernés, il n'y a pas de business qui est hors de ce champ. Maintenant, sur le 116%, donc sur la surperformance quelque part des objectifs à court terme, ça alerte évidemment. Ça se pose la question de est-ce que ces objectifs sont crédibles, est-ce qu'ils sont bien fixés, est-ce qu'ils sont fixés sur une base objective et scientifique. Et donc ça, je pense que c'est un critère absolument clé sur le fait qu'on puisse y accorder de la confiance et que ce ne soit pas des critères juste pour faire joli quelque part. Donc, pour WWF, c'est un critère absolument fondamental de s'assurer que les objectifs climat, mais pas que, climat et demain aussi biodiversité, qui vont être définis pour une entreprise, sont basés sur des critères, des méthodologies scientifiques. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des gros atouts, une des grandes évolutions qu'il y a eu depuis l'accord de Paris, c'est qu'on a des méthodologies scientifiques qui existent pour définir quels sont ces objectifs climatiques alignés sur la science pour une entreprise en fonction de son secteur, en fonction de son positionnement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un critère de crédibilité absolument fondamental que l'entreprise ait pris un engagement qu'on appelle SBTI, Science Based Target Initiative, donc aligné sur la science, qui soit validé officiellement par l'initiative et de voir donc un plan de transition vers cet objectif crédible qui soit mis en place, avec ensuite les rémunérations variables des dirigeants indexées sur ces objectifs qui sont de fait beaucoup plus objectifs. Enfin, voilà, unbiased. Le 116% a aussi une explication, donc deux explications, je dirais. C'est sur de l'annuel. Donc, sur de l'annuel, c'est déjà difficile de décliner des objectifs qui sont sur 2050, qui viennent de 3 à 3 ans. Et deuxièmement, il y a pas mal de situations dans lesquelles les objectifs, ce sont des objectifs intermédiaires. Par exemple, développer un plan climat. Donc, on peut avoir développé le plan climat très bien sans avoir forcément mis en route la machine. Donc, juste je voulais mettre un bémol. Vincent, quelle est ton approche? Quelle est votre approche sur Peut-être, Monica, peut-être que Louise peut répondre à la question du spectateur anonyme, parce que je pense on va la traîner longtemps. Il demande, est-ce que vous considérez que 50% de la rémunération, c'est pour le variable? On parle que du variable, c'est bien ça? Alors oui, puisque par définition, le fixe n'est pas indexé sur des critères de performance. Okay. Donc effectivement, là, on parle de la pondération des critères pour chaque élément, donc le variable court terme et le variable long terme. Encore une fois, 50%, c'est l'idéal. On est loin de cette pratique-là. Donc, c'est plutôt des choses qu'on soutient dans le cadre du dialogue et de l'engagement avec les entreprises. Si on devait voter systématiquement contre les entreprises qui n'ont pas ce niveau de pondération, on voterait contre absolument toutes les entreprises. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne nous permettrait pas d'avoir un dialogue un peu fourni qui porte les entreprises progressivement à de meilleures pratiques. Donc, nous, il y a 10 ans, quand on a commencé à soutenir cette intégration, il n'y avait aucune entreprise qui faisait ça. Maintenant, ça devient davantage la norme et donc petit à petit, on durcit, c'est-à-dire on parle de pondération, on parle de type de critères, on parle de méthodologie en effet, parce que je suis d'accord, les méthodologies sont souvent très lacunaires et
on comprend parce que c'est difficile. Et SBTI ne couvre pas tous les secteurs. Se faire valider par SBTI, ça prend beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, simplement. Donc, c'est complexe, hein, ces sujets-là. Mais c'est vrai que on ne préfère pas fermer la porte tout de suite en mettant une pondération à 50% obligatoire. On est à 10% aujourd'hui. Bah, du coup, Monica, j'ai fait le modérateur et j'espère que ce n'est pas décompté de mon temps de parole. Bien Parce que sûr. Louise a été très complète. Bon. Pardon. Non, moi, je ne peux pas répondre à la question. Quand on me demande un pourcentage, je n'en sais rien. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 22%? Est-ce que c'est 50%? Franchement, je n'en sais rien. Pour avoir discuté avec mes clients, parce que nous, on passe beaucoup de temps avec nos clients, ce qui est certain, c'est que les clients, ils veulent des choses simples. Qui sont vos clients? Raconte-nous. Alors, les clients chez Axilia, c'est des associations et des fondations. Donc, ce ne sont pas des spécialistes. Ce sont des investisseurs, personnes morales, mais ce ne sont pas des investisseurs institutionnels comme une caisse de retraite ou un fonds de pension. Ce ne sont pas des professionnels. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent des choses qui soient simples, des choses qui puissent être expliquées à des bénévoles, à des salariés, à un conseil d'administration, qui, encore une fois, n'est pas fait de traders ou d'analystes ESG ou ISR. Voilà. Et cette simplicité, elle n'est pas mauvaise d'ailleurs, hein, parce que souvent, c'est devenu très complexe, la notation ESG. Il peut y avoir 40, comme dans le CAC 40 ESG, 200 critères. Bon, c'est compliqué. Donc nous, il faut des trucs simples et on s'est aperçu que ce qui était compris, c'était des choses simples. Donc on a laissé de côté, pour cette complexité, la notation ESG et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit légitime, opposable, quelle donnée est la plus solide pour faire ce genre d'évaluation. Et la donnée la plus profonde, la plus solide, c'est en France, c'est le carbone, d'autant plus qu'il y a des obligations de publication. C'est obligatoire en France de publier ces émissions de CO2, notamment du scope 1 et du scope 2. Il faut quand même partir de ce qui est obligatoire. Obligation qui a même été renforcée au mois d'août de cette année par Madame Pannier-Runacher en ajoutant le scope 3. C'est hyper important cet ajout, puisque le scope 3, en moyenne, c'est pas moi qui le dis, c'est le Carbon Disclosure Project, le scope 3 représente 80% des émissions de CO2 d'une entreprise. En moyenne, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Bon. Donc, c'est une obligation réglementaire, ça représente des choses tout à fait considérables. C'est le problème, c'est le vent contraire qu'on va avoir, c'est le vent de face qu'on va avoir définitivement, pas pour 5 ans, définitivement. Donc, on s'est dit, il faut donner une réalité à ça. Pour l'instant, il y a d'un côté la comptabilité, les financiers, de l'autre côté, il y a les chercheurs. Ils ne parlent pas le même vocabulaire. Il y en a qui parlent en euros, il y en a qui parlent en pourcentage, les autres vous parlent en gigatonnes. Ça ne se parle pas. Et donc, on s'est dit, on va mélanger tout ça, on va donner un prix au CO2. Donc, on va monétiser, pour reprendre des termes un peu du métier, on va monétiser le CO2. Et on va faire tout simplement une facture carbone. On va prendre les tonnes de CO2. Et là, il y a beaucoup de choix qui ont été faits, de conviction quelque part, et de choix d'évidence par rapport à la science. On prend toutes les tonnes émises par une entreprise, pas simplement le scope 1 et 2, ce qui est aujourd'hui simplement ce que regardent les financiers. On prend également le scope 3. On considère que quand l'entreprise crée un produit, qu'elle met une voiture dans les mains d'un conducteur, le conducteur n'a d'autre moyen que de mettre la clé dans le contact. Il n'a aucune prise sur les émissions de CO2 de la voiture. Donc, c'est de la profonde responsabilité du constructeur automobile que de lancer des voitures qui n'émettent pas de CO2, pour que le conducteur n'en émette pas non plus. Voilà. Donc, on prend les 3 scopes d'émissions et on multiplie par un prix de la tonne de carbone. Voilà. Alors, le prix, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après pas mal de recherches, on a laissé de côté le prix du quota européen parce qu'il était limité à certains secteurs. Il n'était que européen. Le carbone est mondial. Et on a pris quelque chose qui est aujourd'hui, chez nous, 113 € la tonne. 113 €, c'est les dommages associés à chaque tonne de CO2 émise. Donc, on est quelque part dans une logique pollueur-payeur, et donc on cherche à voir quelle serait la facture de dépollution, quelque part, d'une entreprise en multipliant tous les tonnes émises par 113 €. Et on compare ça à l'EBITDA, au résultat d'exploitation d'entreprise. Et on voit si l'entreprise est capable de payer ou pas cette facture. Voilà. Donc, c'est un stress sur la facture carbone. Si elle est capable de payer, on met un score, hein, ça ressemble à un Nutri-Score, on a cherché quelque chose de très graphique. Voilà. Donc, ABC, la société peut payer sa facture. DEF, on vire dans le rouge, elle ne peut pas payer.
Et donc, pour la rémunération, de ce que vous proposez, c'est un système basé sur des critères de performance financiers avec un netting carbone. Voilà. Donc, on a un EBITDA ajusté. Et comme très souvent, les rémunérations sont basées sur l'EBITDA, bah, quand l'EBITDA ajusté devient nul ou négatif, a priori, il n'y a pas d'indexation, il n'y a pas de variable, puisqu'il n'y a plus d'EBITDA. Il reste un fixe, mais il n'y a plus d'EBITDA. Donc, pour un gros émetteur, une société qui est dans l'oil and gas, Shell, est-ce que ça revient à dire qu'il n'y a plus d'EBITDA? Il n'y a plus d'EBITDA, il y a même un EBITDA très largement négatif. Ça peut être plusieurs années d'EBITDA. On rejoint d'ailleurs des calculs qui sont plus macro, qui ont été faits par le WWF, qui nous dit qu'il nous faut en gros 3 planètes pour vivre, selon le niveau de vie qui est le nôtre. Ben nous, à un niveau totalement micro, on dit en moyenne pour le CAC 40, il faut presque 2 années d'EBITDA pour pouvoir payer la facture. Donc, on est sur le même type d'observation, micro, macro, que le WWF. Nous, on fait ça au niveau de l'entreprise, d'une facture carbone. On vit au-dessus de nos moyens. Donc, effectivement, quand il n'y a plus d'EBITDA, se pose la question de la légitimité d'une rémunération variable. Le fixe, c'est autre chose. Et Louise, ce n'est pas choquant de faire un reset de la rémunération variable d'un patron d'une société oil and gas qui est en transition? Qu'est-ce que tu en penses? Si on applique cette méthode aux entreprises de la transition, les entreprises qui doivent transiter, celles qui pèsent le plus sur le sujet climat, ça me va très bien. Moi, de toute façon, on a la même approche que vous sur le principe, c'est-à-dire scope 1, 2, 3, même si j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes fournisseurs. Du coup, nous, on fait un scope 3 plus complet avec l'aval. Mais bon, c'est un débat un peu technique d'experts, je ne suis pas sûre que ce soit le lieu. On tient compte de l'aval. On est plutôt d'accord là-dessus. On fait quand même un peu attention aux notions de double comptage. C'est aussi quelque chose d'un peu technique, mais c'est compliqué, je trouve, d'impacter une tonne de carbone pour Michelin, Renault et l'opérateur d'autoroute, alors que normalement, ils doivent se la diviser, cette tonne. Mais bon, peu importe. De toute façon, on est quand même d'accord sur le principe, les entreprises qui sont extrêmement émissives doivent être fortement impactées, que ce soit par cette méthode-là ou par la mienne qui est de ne pas investir. Donc là, on est d'accord. Moi, ce qui m'interroge un peu sur cette méthode, c'est son application sur deux cas. Soit les entreprises qui sont plutôt apporteuses de solutions, et qui sont quand même des industriels, donc des entreprises qui vont fabriquer et commercialiser des turbines éoliennes sont des entreprises qui ont des procédés industriels lourds avec des émissions de carbone réelles, et elles doivent les limiter, mais elles ne pourront pas les effacer totalement. Et pour autant, elles permettent l'effacement de beaucoup de tonnes de carbone chez d'autres entreprises. D'accord ? Donc, je voudrais éviter que cette entreprise-là voit son EBITDA effacé de moitié, alors qu'elle permet à une autre entreprise, elle, de ne pas se faire effacer une partie de son EBITDA. Je trouve ça un peu dommage. Et deuxièmement, je trouve ce mécanisme un peu moins pertinent pour des entreprises dont le sujet climat est un sujet, mais n'est pas le sujet prioritaire. Des entreprises, je ne sais pas, des publicitaires, des entreprises de services de la santé, c'est des entreprises qui, évidemment, ont une empreinte climat et c'est intéressant à regarder, mais ce n'est probablement pas le sujet central. Des entreprises qui ont des enjeux très forts de respect des droits de l'homme, de traitement de leur personnel, etc. Ce n'est pas des entreprises... c'est des entreprises qui doivent avoir le sujet climat en tête, mais je trouve compliqué d'utiliser ce mécanisme où on va effacer une grosse partie de leur EBITDA pour un sujet qui est un sujet peut-être secondaire. Voilà. Vincent, tu réponds au défi et puis Nicolas, il reprend aussi. Oui. Non, mais c'est des très bonnes questions. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter. C'est quasiment des sujets de thèse à chaque fois. Hein. Mais les sociétés en transition, je remarque d'ailleurs que ces sociétés ont des problèmes
sans qu'on leur parle de facture carbone. Aujourd'hui, Vestas n'est pas dans une grande santé financière. Ils ont d'énormes problèmes de coûts. Le cuivre leur coûte très cher, le fer leur coûte très cher, et il n'y a même pas besoin de leur faire une facture carbone pour qu'ils aient des problèmes. Bon, comme quoi, ce n'est pas simple. Ensuite, les sociétés qui apportent des solutions, je pense que ça ne doit pas les mettre à l'écart de réduire leurs émissions. Je pense que tout le monde doit réduire ses émissions en absolu. Je prendrai simplement un exemple, Saint-Gobain qui effectivement revendique beaucoup de solutions dans l'isolation des bâtiments. Je pense qu'il y a d'autres solutions que la laine de verre, qui émet beaucoup de CO2, qui est fabriquée à partir de pétrole. Moi, à titre personnel, j'ai isolé ma maison avec de la ouate de cellulose. Ça marche très bien. Il n'y a pas de CO2. C'est de l'économie circulaire. Donc, il peut y avoir d'autres solutions que des choses qui sont dans les esprits, dans les habitudes. Dans le secteur du bâtiment, on a tout à fait l'habitude de mettre de la laine de verre. Il y a d'autres solutions. On peut être imaginatif et il faut être imaginatif. Voilà. Sur la publicité, nous, en l'occurrence, c'est un secteur qu'on exclut parce qu'il ne publie pas son scope 3. On considère que la promotion de certains produits devrait rentrer dans son scope 3. Le fait de faire de la promotion des SUV, de faire la promotion de billets d'avion, ça devrait rentrer dans le scope 3 de la pub. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas normal. Je remarque d'ailleurs que c'est peut-être quelque chose qui va revenir à la surface. On a failli avoir par le député orphelin une loi qui obligeait à ce genre de calcul. Donc, quand on parle avec les ONG, ils nous renvoient des boomerangs de logique qui ne sont pas en cours aujourd'hui, mais qui peuvent complètement changer la donne. Donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir plein de modifications. Sur le social, le social, je pense que le climat est lié à plein de questions sociales, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on voit ce qu'on parle sur Total avec le projet Restons sur les émissions évitées, puis on passe au social. Géraldine, elle dit idem pour les entreprises comme Fnac Darty qui travaillent sur l'allongement de la vie des produits via différentes actions majeures qui évitent des émissions, réparation, seconde de vie, mais les émissions évitées ne se déduisent pas d'un bilan carbone. Alors là, il y a aussi un truc, Monica, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Si effectivement Fnac Darty ou d'autres réduisent les émissions de CO2 sur leur cycle, il y a d'autres sociétés qui vont pouvoir se prévaloir d'une réduction des émissions et d'une plus faible facture carbone. Ça ne sera pas forcément soi-même, ça sera peut-être le voisin, mais globalement, tout le monde sera mieux. Donc c'est vrai que là, il y a une question de… Mais là, on ne parle pas uniquement de facture carbone, on parle d'indexer la rémunération du patron de la société A pour un bénéfice qui apporte à la société B. Et là, c'est pour ça que la question que je posais au début, un peu rhétorique, naïve, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Parce que ça, à partir du moment où ça indexe la rémunération… Très honnêtement, Monica, quand on a inventé, entre guillemets, quand on a inventé la facture carbone, à aucun moment on a eu en tête l'histoire des rémunérations. C'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On n'a pas créé la facture carbone pour réduire le variable de M. Pouyanné ou des patrons du CAC 40. Voilà. Et pour rebondir sur ce point-là, effectivement, ces débats un peu méthodologiques, mais un peu aussi qui ont un atterrissage opérationnel. Il y a les mêmes aussi sur les méthodos SBTI dont on parlait tout à l'heure. Et la réponse, elle est simple. C'est que, évidemment, même une entreprise qui apporte des bénéfices à ses clients, à sa chaîne de valeur, a également une responsabilité sur son périmètre direct, sur son périmètre 1 et 2, de réduire ses émissions. Puisque, comme le disait bien Vincent, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà, il y a un enjeu quand même collectif à faire en sorte que, de façon transverse, toutes les émissions soient réduites. Et donc, une entreprise, même si elle met sur le marché des produits qui sont utiles pour sa chaîne de valeur, doit également rentrer dans cette trajectoire. Et pour avoir en tête de quoi on parle, la trajectoire net zéro selon le SBTI, c'est moins 90% d'émissions à 2050, moins 90. Donc, ça veut dire, ce n'est pas seulement de l'optimisation, ça veut dire des ruptures, des transformations, des nouveaux business models à inventer, et certains vont s'arrêter. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Moins 90, ça n'est plus la même économie, ce n'est plus le même modèle économique, ce ne sont plus les mêmes chaînes de valeur. Donc, après,
pour rebondir au-delà des sujets méthodologiques, moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est intéressant avec ces méthodologies et avec le fait de faire ces études, c'est que ça met le sujet sur la table et que ça devient un sujet. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le fait que certaines entreprises le font de façon volontaire et il y a le fait aussi qu'au niveau du réglementaire européen, du régulateur européen, c'est un sujet en discussion au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission. Ça passe d'ailleurs cette semaine au niveau du Conseil dans une directive qui s'appelle C3D. C'est une directive sur à la fois le devoir de vigilance et les obligations des directeurs, sur laquelle il y a à la fois ces notions d'indexer la rémunération sur des objectifs et sur le niveau d'ambition de ces objectifs, donc le fait qu'ils soient indexés sur des critères scientifiques. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on est très actif. WWF au niveau européen pousse fortement ces sujets-là. On y croit beaucoup, on pense que c'est important et c'est transformationnel. Cependant, rien ne dit qu'aujourd'hui, ces textes seront adoptés à un niveau suffisant. Donc, d'ailleurs, c'est un peu un appel à l'auditoire, hein. Chacun est en contact avec plusieurs entreprises qui peuvent, de par leur prise de parole ou des statements sur leur site Internet, avoir une influence à leur niveau. Donc là, on encourage chacun, hein, à peser de tout son poids pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Dernier point sur la discussion autour de la proposition de Vincent. Louise, est-ce que cette méthode pourrait être l'objet, disons, le vote en AG se fait sur des méthodes traditionnelles, est-ce que tu le vois applicable pour de l'engagement? C'est quelque chose qu'on pourrait porter dans le cadre du dialogue qu'on a avec les entreprises, que ce soit dans le cadre des assemblées générales ou de manière continue, puisqu'on n'attend pas l'AG pour parler aux entreprises. Enfin, quelque part, nous, dans le dialogue qu'on a avec les entreprises, que ce soit positif ou négatif, puisqu'on parle aussi avec les entreprises qui ne sont pas éligibles pour clarifier les raisons et on leur indique clairement ce qu'il faudrait faire pour être éligible. Finalement, on leur détaille quand même la méthodologie et on leur détaille cette idée de scope 1, 2, 3 et que nous, on regarde beaucoup les émissions induites et les émissions évitées. Donc, on a un biais très, très fort vers les entreprises qui apportent des produits et des services de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, etc. Et donc, je pense que par là, on promeut l'idée que la contribution au changement est très importante et que la simple limitation des risques ne suffit pas du tout. Et par ce message, je pense que les entreprises comprennent qu'il faut qu'elles fassent quelque chose. Donc moi, j'ai déjà effectivement discuté avec des entreprises qui me parlent des solutions comme Axilia et qui les utilisent, mais aussi d'autres manières qui ont aussi un pricing interne de la tonne de carbone, un système de comptabilisation interne. C'est des choses qui émergent parce qu'il y a un push des ONG, un push politique et puis un push de la part des investisseurs. Donc, oui, c'est quelque chose que je pourrais recommander, mais encore une fois, moi, c'est quelque chose que je recommanderais davantage aux entreprises qui sont les plus impactantes sur les émissions, sur le changement climatique et celles qui représentent le poids, la part la plus importante des émissions carbone dans le monde, je dirais. Parce qu'on peut, on peut dire ce qu'on veut, je suis d'accord que Vestas et les autres entreprises qui fournissent des équipements doivent limiter leur empreinte à elles, mais en réalité, si on veut massivement déployer des ENR, des énergies renouvelables, il faudra une production massive de turbines, et la production massive de turbines, en émissions absolues, ça ne fera pas une réduction, hein, ça fera une augmentation. Et donc, très bien, ça nous fait passer au dernier point. Donc, on a parlé d'émissions, on a parlé d'environnement. Et le S, comment intégrer la transition juste? Comment, si ce 50%, il est fait de moitié climat ou ressources naturelles et moitié S, c'est quoi ce S? Est-ce que Vincent, est-ce qu'on peut imaginer une transposition de la méthodologie à la facture sociale? Et quelles seraient les métriques? Alors, oui, je vais dire oui. On aurait même aimé commencer par ça il y a 3 ans. Mais après avoir envoyé un mail aux 40 boîtes du CAC 40, on leur demandait des informations sur les salaires et sur la répartition des effectifs dans l'entreprise. Une entreprise sur 2 ne nous a pas répondu. Un quart nous a dit c'est marqué dans le rapport annuel. Non, pas ce qu'on cherchait.
Un quart nous a dit c'est marqué dans le bilan social. Non, dans le bilan social, c'est souvent sur la holding. Dans la holding, il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas les agents de maîtrise. Bon. Donc, on a refermé le livre sur le social. Je pense qu'il y a un trou dans la raquette qui est encore plus gros que pour le carbone. C'est pour ça qu'on a pris le carbone, comme je l'ai dit au tout début. C'est la donnée la plus fiable, la plus profonde, la plus accessible. Je ne sais pas faire pour l'instant une facture sociale. Ça ne veut pas dire que je n'y travaille pas. On y travaille tous ici au bureau, mais on n'a rien trouvé d'aussi simple que le carbone. Mais oui, il y a des factures sociales, des externalités. Si on met un mot savant sur ce qu'on vient de voir avec la facture, il y a des externalités sociales. Évidemment, nous le savons tous. Mais avec les informations qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas facile à calculer, ou alors il y a des trous dans la raquette. Donc, nous, on n'aime pas les trous dans la raquette, on aime bien jouer au tennis avec une raquette complète, donc on ne fait pas ça. Mais oui, il faudrait faire une facture sociale. Il y a des pistes sur les salaires décents, sur les écarts de salaire, voilà, on peut faire des factures. Louise, qu'est-ce que tu penses qui sont des indicateurs pertinents sociaux? Ok, donc je ne vais pas parler de tous les indicateurs pertinents sur le social de manière générale qu'on intègre dans nos analyses parce que ce serait beaucoup trop long et évidemment c'est lié au secteur d'activité, c'est lié à l'implantation géographique, c'est lié à beaucoup de choses. Je pense que ce n'est pas tellement le lieu. Moi, ce dont je peux vous parler, c'est la manière dont on essaie d'intégrer les sujets sociaux quand on vote sur les rémunérations des dirigeants et sur les rémunérations des actionnaires par les résolutions liées aux dividendes et aux annulations d'actions. Donc, effectivement, on impacte nos votes en fonction de la présence ou de l'absence de critères environnementaux et sociaux. On en a déjà parlé, mais on a aussi une autre manière de faire ça, en plus, qui s'ajoute. On regarde les entreprises sur les 10 dernières années et on compare différentes courbes qui représentent l'évolution de la rémunération du dirigeant, total, l'évolution de la rémunération des actionnaires, total aussi, c'est-à-dire dividendes et rachats, annulations d'actions, et évolution de la rémunération des salariés. Alors, on est d'accord, on a exactement les mêmes limites, rémunération des salariés sur la base des données qui sont collectables et collectées, n'est-ce pas? Donc, on a souvent... L'avantage, c'est qu'en France, il est obligatoire de communiquer la masse salariale, donc c'est déjà un bon indicateur. Mais moi, je vote dans le monde entier et aux États-Unis, ça n'existe pas. En fait, on n'a pas de masse salariale communiquée. Donc, c'est déjà un gros problème. Mais bon, voilà. Donc, on regarde la masse salariale. On va aussi regarder l'évolution du nombre de personnes pour essayer de calculer l'évolution de la rémunération moyenne, etc. Enfin, on a différents critères qui nous permettent en tout cas d'estimer s'il y a une décorrélation significative entre l'évolution de la rémunération des salariés et celle des actionnaires et ou des dirigeants. Et en fait, quand on repère une décorrélation, ça va déclencher automatiquement un dialogue avec l'entreprise où on va déjà s'assurer qu'on a les bonnes données, challenger l'entreprise pour leur demander si cette corrélation elle est liée à un effet de périmètre, par exemple, ou si au contraire, effectivement, il n'y a pas de fait valable et donc il y a une décorrélation qui est détrimentaire pour les salariés. Dans ce cas-là, on va voter contre. Ce qui nous fait voter contre pas mal d'entreprises. Et évidemment, on regarde aussi le sujet de la fiscalité, des pratiques fiscales. Donc, ça, c'est encore plus difficile. Et c'est dans l'idée de regarder comment l'entreprise distribue sa valeur de manière juste vers les salariés, mais aussi vers les autorités publiques qui sont nécessaires pour financer toutes les infrastructures et les conditions exogènes de l'entreprise qui lui permettent d'exister. Et l'optimisation fiscale, c'est très compliqué. On regarde le taux effectif sur les 6 dernières années et si on constate qu'il est de manière régulière inférieur à son taux théorique, pareil, on entame le dialogue avec l'entreprise et on est amené à voter contre lorsqu'on considère qu'il y a un risque d'optimisation effectif. C'est vraiment encore plus difficile puisqu'on n'a pas de rapports fiscaux pays par pays. On ne sait pas vraiment quels sont les mécanismes en place pour les optimisations fiscales internes au groupe entre filiales. C'est un exercice qui est au tout début et c'est vraiment
pas robuste. Enfin, voilà, je suis assez transparente sur le fait qu'on essaie de le faire, qu'on essaie de communiquer aux entreprises sur cette notion de juste distribution de valeur, d'expliquer la méthodologie. Et souvent, ça a beaucoup de répondants. On demande aux entreprises de communiquer elles-mêmes comme ça dans leurs futurs rapports, en donnant ces grandes masses et en expliquant les évolutions. Ça a de l'écho chez certaines sociétés, plutôt les sociétés européennes. Mais voilà, c'est en cours. J'espère que d'ici 10 ans, je pourrai venir vous dire que ça a bien marché. Ouais, en tant qu'administrateur ou même président de conseil, j'ai envie de prendre de l'avant, être, comment dire, un pionnier dans la publication d'un facteur d'équité. Donc, on prend le ratio entre le full remuneration du CEO par rapport à la moyenne globale. Mais comme il n'y a personne qui reporte correctement ça, c'est très, très difficile d'être le premier qui se lance. Et peut-être un point complémentaire, je partage évidemment cette notion de juste partage de la valeur. Et puis pour faire le lien également avec le volet climatique, il y a la notion des plans de transition climatique. Je disais tout à l'heure que la transition va avoir des impacts aussi en termes de modèle économique, en termes de business model pour les entreprises, et donc en termes d'emploi également, en termes de type d'emploi. Et donc un des autres éléments importants, c'est de se préparer et de mettre les moyens pour préparer ses salariés, pour les former. Donc, dédier les ressources nécessaires pour préparer les emplois de demain et donc investir sur l'avenir. Donc, ça, c'est un autre critère important. Et puis, donc, ça pourrait donner lieu à un autre webinaire dédié. Et juste pour ouvrir, il y a le sujet social, évidemment, c'est un pilier important. Et puis, aujourd'hui, il y a des méthodologies aussi scientifiques, de même que sur le climat, ça s'est développé, qui sont en train de se développer sur les écosystèmes et donc sur la notion de nature. Biodiversité, ça semble très, très, très loin de la matérialité pour les entreprises. Or, c'est en train de devenir quelque chose de très tangible, de très matériel, avec des méthodologies scientifiques qui se déploient. Des exemples, c'est notamment sur le sujet de déforestation et de changement d'affectation des sols. Au premier trimestre 2023, il va y avoir des méthodologies qui vont sortir sur ces sujets-là. Également sur la notion de l'empreinte eau douce au niveau des écosystèmes. Donc, ça va être des choses qui vont être très pragmatiques, très appliquées aussi à des niveaux de territoire, là où le changement climatique est beaucoup plus global. Donc, ça amène de la complexité dans les métriques et dans la façon de les suivre. Néanmoins, le gros atout, là, c'est qu'on va avoir des méthodologies qui vont le faire. Donc, c'est pour dire que cette notion de rémunération aujourd'hui, on parle aujourd'hui dans ce webinaire de sujets climatiques, mais évidemment, il ne faut pas oublier l'enjeu social. Et demain, il y aura aussi des enjeux, d'autres indicateurs plus nature, biodiversité, qui vont se discuter. D'ailleurs, la semaine prochaine à la COP, dans 2 semaines, la COP 15 sur la biodiversité se lance à Montréal. Donc, ces enjeux vont devenir aussi de plus en plus matériels et importants pour les entreprises. Elles seront aussi évaluées dessus. Ce que tu viens de dire, c'est qu'à côté, si on prend la méthode classique, à côté des objectifs, par exemple, réduction d'émissions ou déploiement de solutions vertes, de produits, de services, il pourrait y avoir aussi des métriques autour de la biodiversité. Alors, je prends une question qui vient de Grégory, qui dit il y a des situations qui se sont produites dans le passé et qui produisent aujourd'hui. Un oil and gas européen qui a une part du variable qui est liée au bon développement des projets, oil and gas, et aussi à côté de réduction d'émissions. Et demain, on pourrait avoir un objectif de réduction des émissions CO2 et à côté un objectif biodiversité que, puisque l'un et l'autre, ils sont un global et l'autre local, ils pourraient rentrer en conflit. Donc, c'est un peu toujours la question, le trade-off qui peut être sur le même tempo ou 2 tempos différents. C'est assez schizophrène pour un dirigeant d'avoir des objectifs qui ne vont pas dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Une réponse rapide de ma part, c'est que c'est justement parce que c'est complexe qu'il y a des méthodologies scientifiques qui sont en train d'être développées. Et c'est justement parce que c'est complexe que ça prend du temps et qu'on ne les a pas encore aujourd'hui en 2022. Mais néanmoins, elles sont en train d'être développées sur la notion de biodiversité. Et on le voit que, alors certes, sur un des exemples très pragmatiques qui avait été cité tout à l'heure, sur les énergies renouvelables, effectivement, il y a un enjeu, il y a des trade-offs à faire, il y a des choix à faire sur le déploiement des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité. Il faut réussir à faire en sorte que ce soit compatible et donc l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre. Il y a beaucoup aujourd'hui d'espaces quand même dégradés, fortement dégradés sur Terre pour à la fois pouvoir implémenter des énergies renouvelables, préserver les zones les plus à risque en termes de perte de biodiversité et puis aussi développer les nouveaux besoins agricoles sur ces terres déjà dégradées. J'ai encore une question. On a vraiment, j'ai pris les quelques questions qui étaient pertinentes à notre dialogue. J'ai une question qui me brûle sur la langue pour Vincent. Quelles auraient été les métriques à prendre en compte dans le cas Orpea ou le cas Téléperformance? Oula, Monica, il reste 4 minutes. Non, moi ce que je voulais dire peut-être, je vais essayer de répondre, mais sur l'histoire des métriques déjà sur le climat, je pense qu'on est face à une situation assez, je dirais, critique par rapport à ce qui s'annonce pour qu'on ait des idées nouvelles et neuves là-dessus. Par exemple, donc j'ai beaucoup entendu le mot complexité, difficulté dans la bouche de Louise, mais je suis totalement d'accord, c'est pour ça qu'on est allé vers un truc simple. Voilà. Bon, à un moment donné, il faut être cohérent. Simplifions-nous, dépouillons-nous de choses trop compliquées. Allons à l'essentiel. Il me semble que l'essentiel, c'est notamment le climat, et parfois très fortement le climat. Deuxièmement, je ne suis pas choqué par l'idée qu'il n'y ait pas de rémunération quand une société est simplement alignée sur un SBTI. La normalité, c'est de faire ce qui est nécessaire, ce que nous disent les scientifiques. Qu'un PDG soit rémunéré sur le supplément d'efforts, là, peut-être que ça a du sens. La normalité, c'est simplement de faire ce qu'on nous demande tous, de réduire de 7% les émissions par an. Donc ça, vous voyez, il y a des choses que je pense qu'il faut regarder. Et puis après, donc effectivement, on peut aller vers encore d'autres sujets sur la biodiversité. Je comprends aussi qu'on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura épuisé, et on n'en est pas là, puisqu'on n'est qu'au début, quand on aura épuisé le climat, il y aura la biodiversité, il y aura l'eau. Bon, je crois qu'on est rentré dans un moment qui va durer, où les externalités vont nous occuper. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve un peu de mesure. Et je pense que d'intégrer tout ça dans le financier, c'est-à-dire prendre vraiment au sens premier de la lettre, faire de l'intégration ESG, mettre ça dans la compta, je pense que ça va rasséréner tout le monde, ça va amener du calme, on va pouvoir parler ensemble, trouver des solutions, parce que on est pour l'instant, on est dans l'invective. Hein. Il y a un rapport d'ONG, alors parfois sympa, des fois beaucoup plus agressif, on n'arrive pas à se parler. Donc je pense qu'il faut qu'on aille vers des choses plus évidentes, plus consensuelles, avec des vérités scientifiques, et puis que là, effectivement, on puisse avancer, parce que sinon, chacun va s'envoyer les métriques à la figure. Et on peut ne pas payer quand on est juste à faire ce que la trajectoire. Ça ne me choque pas, puisqu'il faut faire cet effort-là, tout le monde doit le faire. À l'école, on avait des bons points quand on faisait des trucs assez exemplaires, pas quand on faisait des choses assez évidentes. Hein. C'est un bon point, on n'a pas un bon point à chaque fois qu'on rend une copie, enfin, c'est quand on a une bonne note. Got the point. Tu veux pas me répondre sur les deux cas? Orpea, si, Orpea, je pourrais en parler des heures. Orpea, il y avait un problème social, justement. Qu'est-ce qu'on aurait dû prendre comme indicateur pour tracer et pour voir ce qui était en train de se passer? On aurait dû prendre effectivement pas l'environnement. Là, je suis d'accord avec Louis, ce n'était pas le sujet. Mais ce n'est pas grave, quand il n'y a pas d'environnement, il n'y aura pas de facture carbone, donc il n'y aura pas de baisse de l'EBITDA, il y aura toujours un variable. Prenons-le tout le temps. Il y a quand même des sujets carbone quand vous êtes un opérateur real estate. En réalité, il y a un sujet climat, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais comme ce n'est pas un sujet, prenons-le quand même, comme ça n'aura aucun impact et ce n'est pas grave. Mais tout le monde le prend. On le prend pour tout le monde. Non, mais il y a un principe républicain. La facture carbone, c'est républicain. Tout le monde doit payer sa facture carbone et puis à chacun ensuite se met en intelligence pour trouver les meilleures solutions pour la payer. Moi, je fais confiance aux boîtes. Si on leur met ça dans la compta, elles vont avoir qu'une idée, c'est dans 20 ans ne plus en avoir.
et de rétablir effectivement les l'EBITDA et puis les rémunérations qui vont avec. Faisons confiance aux boîtes, mettons ça dans la compta, elles vont s'en occuper, j'en suis persuadé. Sur Orpea, il fallait regarder quoi? Il y avait plein de bouquins, plein de rapports parlementaires qui disaient qu'il y avait des sous-staffing, il n'y avait pas assez de gens et ils étaient sous-payés. C'est quoi un salaire normal dans les EHPAD? Il y avait un problème sur les budgets restauration. Il fallait donner à manger correctement et pas aller refuser la biscotte supplémentaire. Si on regardait ces deux effets-là, on parle à minima de 100 millions d'euros par an, 50 millions pour chacun des trucs, et ça, c'est le montant du dividende. Donc, Orpea avait organisé la marche, je dirais, sur la corde raide, et donc, c'était soit le dividende, soit je sous-paye ou je sous-staffe mes EHPAD et je donne à manger le minimum à mes résidents. Ils ont fait le choix, le truc a pété, et puis voilà. Donc, il n'y a pas que la facture carbone. Hein. On peut Très faire une bien. facture sociale. Merci Vincent. On conclut là. Je remercie tout le monde. Next time pour les indicateurs sociaux. Ouais. Merci tout le monde. Et puis, donnez-nous votre retour sur le formulaire que vous allez voir à la fin. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.